Et bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 389e épisode de notre podcast. J'espère que tout le monde va bien, c'est la rentrée aujourd'hui, épisode 389, qui porte également le petit nom de saison 12, épisode 1. Je suis pour cela avec Clément. Alors, si je te mets pas, voilà, tu peux le redire parce que j'avais pas activé votre son sur la diffusion. Bonjour. Et avec Boris. Bonjour à tous. Rorschach devrait normalement nous rejoindre prochainement, en tout cas en cours de route. Il sera introduit au moment voulu. Et ben ça y est, c'est la rentrée, fini les vacances, on reprend les affaires, on n'est même pas encore en septembre, que ça y est, on est déjà de retour. Un été qui a été assez peu riche en lecture comics pour ma part, j'ai lu plein de trucs, mais pas tant de comics que ça. J'ai l'impression par contre que vous deux, vous avez un petit peu tartiné. Un petit peu. Pas autant que j'aurais voulu. Ah, Mais, la même palle un ne peu. se porte pas mieux du coup. non, c'est pire. J'ai 3 gros tas à côté de moi là, donc notamment la VO où j'ai énormément de retard. Ça va se voir dans les chroniques que je vais faire, c'est des numéros qui datent un peu. Et puis la VF, je voulais rattraper mon retard en VF et puis voilà quoi. Puis là c'est reparti là. Donc, ça va être ça va être sportif, mais bon. Bon alors Après, moi aussi, hein, vous verrez, c'est on va pas pas se forcément plaindre, du hein, tout on va pas frais. se Hein. plaindre. C'est pas Oui, forcément bah du du tout coup frais, c'est je crois que ça date, la plupart de ce dont je vais parler date du printemps, sauf un truc qui est tout nouveau, mais voilà. Pas d'avant-première cette fois-ci, je vous refais pas le coup de lire des trucs, de vous parler de trucs qui sortent dans un mois ou plus, même si j'en ai lu, il n'y en aura pas aujourd'hui au programme. Et ben allez, on va attaquer avec quoi? On va attaquer avec des news et l'excellente nouvelle, parce que je pense que voilà, il n'y aura pas, il y aura pas de débat là-dessus, c'est une nouvelle incroyable. Euh, Boris, le fameux Mobilis arrive. Voilà. Alors Le fameux. nouvelle incroyable effectivement pour moi. Je comprenais pas trop pourquoi ça arrivait pas. Alors bon, en échangeant un peu, etc., j'avais compris que ça arriverait pas chez des éditeurs type comics, Mhm. parce que ça n'avait pas été forcément des coups de cœur pour les éditeurs, ce que je trouvais un peu dommage, mais bon, chacun ses goûts, dirais-je. Mais voilà, ça arrive chez Bayard Jeunesse. Alors, c'est effectivement, pour ceux qui l'ont lu, un titre tout public qui peut se lire. Alors pas les tout petits, mais ados et adultes. Donc c'est compréhensible que ça puisse être, considéré un peu jeunesse. Maintenant, je trouve que c'est un peu dommage, voilà, qu'un éditeur estampillé comics ne soit pas, plongé dessus. J'ai peur que enfin peur, je sais pas, hein, je sais pas quelle est la capacité de diffusion et de promotion de Bayard Jeunesse pour promouvoir ce titre, mais j'ai un peu peur que ça passe, un petit peu, sous les radars de pas mal de lecteurs, qui ne suivent que les éditeurs comics. Donc nous, on fera la pub, hein, ça, il y a pas de problème. Après, effectivement, on risque, par rapport au format, d'être pas déçu, mais bon, c'était un peu prévisible. Il n'y aura pas le format qu'avait proposé TKO, hein, le grand format super luxueux. Vu le prix proposé et les dimensions, j'ai été voir un peu sur le site, ce sera un format BD classique. Mais bon, c'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir que ça sorte en français et que ceux qui l'ont raté en VO puissent le lire. Après, on verra, peut-être que j'aurais été trop excité et enthousiaste. Peut-être que je vais faire des déçus qui auront bu mes paroles sur mon avis. Mais voilà, c'est une excellente nouvelle et ça permet à Juniba d'arriver en français aussi. Hein, puisque après le Monde Kemit qui est sorti en catimini chez Panini, parce que je ne pense pas qu'ils aient fait beaucoup de pubs, qui ressort d'ailleurs là à 10 € je crois. Ils ressortent une série de titres à 10 €. Et il est dedans, donc si vous voulez profiter d'un prix réduit pour le découvrir, il faut pas hésiter. Et puis bah, il reste encore quelques titres à venir, j'espère, de, de Juniba, sachant que son Wonder Boy, dont on va parler tout à l'heure, sortira chez Urban. Ça paraît évident.
Mais ce ne sera pas l'occasion pour Urban de profiter de cette sortie pour proposer d'autres titres de Juniba, c'est une certitude. Voilà ce que j'avais à en dire. Bayard, c'est Bon. intéressant, tu parlais de la... Est-ce que ça va être mis en avant, etc. C'est intéressant Bayard, parce que Bayard c'est aussi Bayard Presse, avec pas mal de magazines justement à destination d'un jeune public, euh, jusqu'à 13-14 ans je crois. Et du coup dans le cadre de ces publications presse, peut-être un petit extrait pour donner envie, des choses comme ça. Je pense que Ouais, niveau com, ça peut... Ah, Ça peut donner un truc intéressant, en ouais, tout ouais. cas toucher vraiment le public qu'ils veulent viser. Après, tu vois, tu dis jeunesse jusqu'à 13-14 ans. Pour moi, c'est plutôt un titre qui peut se lire à partir de 13-14 ans. Donc, Ah ok, bah, comme tu vois, j'ai pas... Mm. enfin, avant, oui, ça peut se lire, mais ça va pas forcément intéresser des gamins. Ok. Les gamins ils vont peut-être regarder les planches qui sont superbes, mais en termes d'histoire, je suis pas sûr que plus petit, tu arrives à vraiment rentrer dedans. Toi, c'est plutôt le public visé Ok. et l'éditeur chez qui ça va sortir. Je suis pas sûr qu'il y ait grande adéquation. Après, bon, ils font pas que de la jeunesse, Bayard, hein, donc peut-être qu'ils ont mis ça Non. là-dedans et qu'ils vont agrandir un peu le truc. Enfin, j'espère que ça va marcher. On fera ce qu'il faut, on en parlera quand ça sortira. De toute façon, c'est en octobre, je crois. Ok, ouais, je crois que c'est début octobre, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'en ferai partie de ces lecteurs. Euh, du coup, on va enchaîner avec d'autres actus rapido. La première, il n'est un secret pour personne que nous sommes plutôt des amoureux de Wind par ici. Et le quatrième et dernier volume de la saga Wind de James Tynion Ford et Michael Galinas arrive novembre, Boris, c'est ça? Oui, en novembre en VF. Pour un dernier volume qui sera, En VO, tu j'allais veux dire dire? en VO, ouais, un dernier volume conclusif, j'allais dire. C'est un petit peu Ouais. répétitif mais effectivement, ce sera la dernière partie, sachant que je vérifiais, parce que comme je l'ai lu en VO et je l'ai repris en VF, c'est qu'en VF, il y en a que 2 de sortis, le 3 est jamais sorti. Je ne sais Ah pas, bon, est-ce que ça a pas d'accord. marché? Ouais, bah non, non, c'est ce que j'étais plus sûr, parce que comme j'ai les 2 Je versions, sais pas. non, bah non, toi, le numéro, le 2 est sorti, attention, c'est rapide, en 2022, janvier 2022. Ok, Et ils ont bon jamais sorti ben... le 3. Alors est-ce qu'ils vont sortir le 3 un petit peu au moment, enfin voilà, 3 et 4, pour conclure la série, j'en sais rien, ou changer Peut-être de le format. remettre dans le nouveau format Urban Blast, là, qui a Peut-être. vu Ouais, notamment là, c'est dommage de changer de format encore. Beast Boy et Raven revenir, là, avec une intégrale plus le nouveau tome, à Ah part. oui, bah, Voilà, écoute. enfin, il y a Ah oui, plusieurs peut-être. possibilités, hein, s'ils veulent aller au bout. Mais en tout cas, ouais, je Ouais. partage l'enthousiasme débordant de Gaël dans le chat en live, là. Enfin! On attendait depuis tellement longtemps enfin, on a l'impression que ça fait tellement longtemps, cette quatrième série. On va être un peu triste de quitter les personnages à la fin, parce qu'on sait que cette fois-ci ce sera fini, mais ouais, il nous tarde de voir la suite des aventures de ce petit J'ai- gars vraiment très attachant. Et j'improvise. Comme on Mhm. parle de format et de changement de format, je m'étonnais, moi qui suis Space Boy. Alors Space Boy, c'est un comic de jeunesse, hein, là, clairement, oui, jeunesse, que je suis, qui sort chez Akileos. On en a déjà parlé. Mathieu, toi tu as lu en VO Ouais, le début, je crois. ouais, j'ai le premier Et, omnibus ouais, en VO. et ils avaient sorti pas mal de tomes à la suite, et puis ça, depuis un an, il n'y a plus rien. Donc j'ai posé la question à l'éditeur. Et en fait, bah, a priori, pour que ça soit rentable et qu'ils arrivent à continuer la série, ils sont obligés de changer de format. Donc j'ai pas eu plus d'infos, mais a priori, ça va revenir en 2025, mais sous un autre format. Donc peut-être un D'accord. format souple, un peu plus intégral avec plusieurs tomes d'un coup, j'en sais rien. Ok. Enfin, en tout cas, pour ceux qui suivent et qui avaient bien aimé la belle frise en VF, qui doit être, je suppose, aussi en VO, ben, la frise va changer. Et ce sera un changement de format. Bon, si ça permet de continuer la série, très bien. Alors je Mais te c'est vrai que confirme ça qu'en peut. VO il y a la frise aussi, mais alors moi ce que j'ai c'est le format ce qu'ils appellent omnibus, donc c'est un volume Ouais, triple. Et en fait sur le dos, tu as le dos visuellement, il faudrait que je poste une image pour que vous voyez ce que je veux dire. Le dos visuellement c'est comme s'il y avait les 3 TP côte à côte. En fait il y a une bande ouais. bleue, une bande jaune, une bande orange et le début de la frise. Donc c'est comme si on avait les 3 TP côte à côte dans la bibliothèque, sauf qu'en fait ils forment un seul volume. Donc c'est pas mort pour la frise s'ils optent pour ce genre, pour le même format que cet Oui, oui. omnibus. Après, oui, effectivement, ils vont peut-être sortir l'omnibus. C'est du souple.
C'est du C'est souple, du... Ouais, c'est ouais, pas bah, cher du tout. Je crois que c'était, oui, bah... c'est autour de 18-19 € le Ah oui, volume, donc d'accord. qui en contient 3. Donc, Ah oui, parce qu'en VF, c'est en petit format cartonné et c'est le même prix, mais pour un volume, pour un tome. mhm. 19 Donc là, balles ou voilà, 20 balles maintenant. Donc Ouais. forcément, peut-être que ça c'est assez refroidit. propre. Et en termes de format, c'est pas du format comics classique, hein. On est sur le format plutôt des romans grand format. Ouais. Oui, bah, ils vont peut-être s'orienter vers un format comme ça pour faire Voilà. que ça soit plus rentable. Enfin, j'espère que ça va continuer. Et puis une dernière petite actu. DC, ouais, le format de Wind, Gaël, c'est ça. DC est actuellement, vous le savez, en préparation, enfin en plein event et en préparation de ce qui va suivre. Et DC a annoncé récemment. Alors vous savez que DC c'est un peu le passé, le présent et le futur en même temps, hein. Ils aiment bien aller taper un petit peu dans la nostalgie, surtout ces derniers temps. Et c'est le retour des cartes de membres de la Justice League qui seront offertes par Ah, DC. Bon, on savait qu'il y aurait des goodies avec le titre, les lancements de DC All-In et compagnie. Et du coup, pour les personnes qui achèteront ces titres-là, chaque semaine du mois d'octobre ou novembre, je sais plus quel mois, une carte de membre de la Justice League sera offerte. Donc il y a celle de Batman, de Superman, de Wonder Woman, et il y en a même une c'est marrant, vierge pour pouvoir la remplir. Voilà. Et au c'est dos de drôle. ces cartes, il y aura des QR codes qui donneront des aperçus des numéros à venir, des coulisses un petit peu avec des chara-design et des choses comme ça. Voilà. Qui donneront accès à du contenu. Voilà. Donc on est clairement sur la nostalgie, parce que les cartes de membres de la Justice League, je crois que ça avait déjà été fait il y a moult années. Et donc on ressort un petit peu ce format. Ce sera offert par les comic shops, une carte par semaine pour des personnes qui achèteraient 4 titres d'ici. Voilà ce qu'est l'intention de DC. Après, est-ce que les shops seront plus généreux ou pas, je ne sais pas. Ouais, Mais en tout cas, voilà la petite annonce marketing qui a été faite. C'est gadget, mais ça fait toujours plaisir. totalement. Voilà. Et puis qui dit petite carte dit marque-page, et moi tout ce qui peut servir de marque-page, vous savez que j'adore ça. Donc voilà, c'était la petite actu, la petite annonce VO qui un peu décalée, euh, mais qui fera peut-être plaisir à certains. Je sais pas trop en France comment ça se passera, ni sur les shops en ligne type Arconia. Est-ce qu'ils suivront ce genre d'OP, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et puis à souligner que d'ici Compact, je crois que c'est Compact Comics, ouais c'est ça. Ouais, euh, la version VO de ce qui avait été Urban Nomad, enfin de ce qui est toujours Urban Nomad, ou Panini Pocket, est arrivée chez DC à grand renfort de communication. Enfin, ils se sont réveillés, ils le mettent en avant. Ça y est, c'est arrivé avec la première vague de titres. Et on surveille ça de près parce qu'il y a quelques titres qu'on trouve pas dans l'Urban Nomad qui sont proposés dans cette gamme. Donc ça peut être assez complémentaire de piocher un petit peu dans les deux. Je pense notamment à American Vampire. ouais, complètement. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à nos chroniques. Et alors, je vais quand même reprendre le conducteur pour savoir qui commence. Eh bien, écoutez, c'est personne qui commence puisque c'est notre focus. Alors, la semaine dernière, n'importe quoi, avant l'interruption estivale, je vous avais laissé sur une review en avant-première d'un titre qui allait sortir quelques semaines plus tard, qui était très attendu, qui était Nice House by the Sea, la suite de Nice House by the Lake, le book 2. Je vous avais un peu hypé, j'ai l'impression. Je savais que vous le liriez. Et ça y est, Nice House by the Sea numéro 1 est sorti. Et forcément, tous les deux, vous l'avez lu. Ouais. Et est-ce que vous avez été aussi embarqué que moi? C'est ce que j'ai hâte de savoir. J'ai un petit aperçu de la vie de Clément déjà. Donc du coup, pour savoir un petit peu pour tout le monde, je vais commencer par Boris. Et voilà, ça tombe sur moi. Bon, Honneur aux vieux. honneur aux vieux, allons-y. Eh bien écoutez, je l'ai lu hier soir, il est arrivé dans mon carton, donc c'était ric-rac. Euh, J'avoue que il y a longtemps que j'ai lu le premier volume, donc je pense qu'il faudra que je me replonge un peu Ouais. pour me remettre en tête un certain nombre d'éléments, notamment sur la fin de cette première partie. Néanmoins, on rentre tout à fait, et on est en terrain connu parce que la construction, on va dire, de chaque épisode est un petit peu la même que dans la première partie, dans The Nice House on the Lake, puisqu'on retrouve
un personnage au départ dans le passé ou qui nous parle un peu d'une certaine façon. Et ensuite un mail qui donne des explications et puis après on rentre dans le vif du sujet. Donc là c'est exactement la même construction, donc on sent voilà, une volonté de reproduire le même schéma et qui fonctionnait très bien d'ailleurs. Et alors je sais pas trop ce qu'on peut en dire ou ce qu'on peut ne pas en dire. On va essayer de laisser quand même, pour ceux qui l'ont pas lu, et notamment ceux qui suivent en VF, une grande part de mystère quand même. Mais on se retrouve un peu dans le même univers, avec des personnages similaires, alors des nouveaux personnages, mais un peu dans le même esprit, même si les événements qui se déroulent dans The Nice House on the Lake, là ici, se sont déjà déroulés, et on suit ces autres personnages. En termes d'écriture, moi je suis tout de suite accroché, hein. Franchement je trouve que c'est super bien fichu. Le fait de changer un petit peu le contexte et la connaissance des personnages par rapport aux événements, je trouve que ça renouvelle bien le principe. Voilà, ça fait pas répétition, puisque ces personnages ont une connaissance différente des événements. Après, tout ce qui est mystère, qu'est-ce que ces personnages font, comment ils vont réagir, etc. Je trouve que c'est toujours bien écrit. Et puis ça se termine sur un cliffhanger. Bon, tu nous avais parlé du cliffhanger sans le dévoiler, mais tu nous avais dit que c'était un cliffhanger choc, effectivement. Et là, on se dit, ok, sympa, ça va être très sympa à suivre. Ça fait penser aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'il va falloir peut-être se replonger un peu dans les épisodes de la première partie pour se souvenir un petit peu des personnages et où ils en étaient à la fin de cette première partie. Donc, ouais, franchement, un début de deuxième partie assez excellent. Et puis, graphiquement, moi, je suis toujours un fan de Alvaro Martinez Bueno et de Belair. Donc, là aussi, il n'y a pas photo. Alors, on n'a plus la surprise, on va dire. Je me souviens, quand j'ai lu le premier épisode de The Nice House on the Lake, c'était la vraie claque graphique. Pardon. Là, c'est éclat graphique, mais on est aussi en terrain connu, donc on est moins surpris, mais c'est vraiment toujours aussi excellent. En termes de mise en page, en termes de couleurs, le travail sur les couleurs, toujours sublime. Donc non, bon démarrage, très bon démarrage même, pour cette deuxième partie, et hâte de voir la suite. Où est-ce qu'il va nous emmener, et on retrouve, comme tu l'avais dit, de nouveaux symboles pour chaque personnage. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas creusé les personnages, on a des connaissances, on va dire, on voit un petit peu le statu quo, et le cliffhanger nous fait le lien avec la première partie. Donc, non, très bonne mise en bouche, moi j'ai bien accroché. Voilà, et Clément, pas trop alors en dire et de donner envie quand même. Allez Clément. À mon tour, c'est bon. Vas-y. Je rejoins totalement ce qu'a dit Boris. Je me suis fait exactement la même remarque après ma lecture de ce premier numéro. Je me suis dit, va falloir que je relise The Nice House on the Lake parce que oui, il y a forcément des liens, et pour apprécier l'œuvre, je pense qu'il faut se remémorer ce qui se passe. Aussi évidemment, et j'ai eu la même réaction que Boris par rapport à ce cliffhanger, où j'ai terminé, je dis ah le saligo. J'essaie de pas être vulgaire. Ah le saligo. J'ai dit ok, il m'a eu, et en fait c'est hyper efficace parce que, alors hyper efficace en termes de cliffhanger parce que tu as clairement envie de lire la suite, et c'est hyper efficace parce qu'on retrouve en fait toutes les qualités que l'on pouvait trouver dans The Nice House on the Lake, que ce soit au niveau de la narration, de l'écriture, ou alors moi je l'avais lu en VF, mais du coup je retrouve pas ces qualités-là en VO, évidemment, où on retrouve la qualité d'écriture. Finalement c'est assez dense à lire quand même, mine de rien. Et c'est brillamment écrit, c'est pas lourd, et voilà, ça entretient le mystère. Et puis, ce que fait Alvaro Martinez, c'est toujours aussi incroyable et sublime, aidé aussi de Jordi Belair dans les hauts couleurs. Voilà, donc premier numéro hyper efficace. On part sur d'excellentes bases, et il me tarde de lire la suite, et je regrette pas du tout. J'avais lu moi The Nice House on the Lake en VF. Je regrette pas du tout d'être passé sur la VO parce que, un, pour éviter la demande, et puis deux, parce que ça annonce, ça annonce du très lourd.
on repart effectivement sur les mêmes schémas que The Knights of the Lake, avec évidemment de nouveaux personnages, de nouvelles dynamiques. Mais ça pose les bases. C'est ultra mystérieux. Donc voilà, et puis encore une fois, le Clive de fin offre encore plus d'intérêt et tout son intérêt au titre. Et il me tarde de voir ce que ça va donner par la suite, parce qu'on va avoir sans doute, peut-être plus qu'escompté que par rapport à quand ça avait été annoncé, plus de ramifications en lien avec le premier cycle, et ça va imposer du coup effectivement de le relire. Donc c'est une réussite totale. Imaginez, moi, j'ai lu ça, on devait être le 4 ou 5 juillet, une connerie comme ça. Ah On est ouais. aujourd'hui le 31 août et je suis toujours sur les dents à attendre 2 mois après. Alors c'est cool hein, de lire des trucs en avant-première, mais ça a aussi ce côté là où effectivement, là ça va, vous l'avez lu hier, vous savez que le prochain sort le 4 septembre, là, mercredi, enfin il sort là, je crois. Ou alors il est sorti cette semaine, je sais plus. En tout cas, j'attends qu'il soit en stock chez Arconia pour faire partir mon prochain envoi. Je suis juste, je suis sur les dents là. Bah, tu Je m'étonnes. veux. Donc ouais, non, c'était vraiment très 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 chouette. Moi, je suis content de voir que l'avis est partagé et que ce cliffhanger vous a vous aussi un petit peu estomaqué. Et puis cette couverture, la première fois que je l'ai vue, je savais pas Oui, quoi en penser, et plus je la vois, plus je me elle dis est c'est quand même. incroyable. Elle est magnifique. À Ouais, l'image de ce que fait Alvaro Martinez. la performance est assez Donc, folle. oui, bah, ça, on peut dire, je pense, sans grandes hésitations, on peut dire que ça sera sans doute un des titres, alors, nouvelle mini-série, du coup, même si 12, est-ce qu'on peut dire que 12 numéros, c'est une mini-série? C'est une maxi à 12. Euh, une maxi. Je pense sans trop de risque de dire que ça sera sans doute une des meilleures séries de 2024. Il n'y a pas trop de À risque. voir. Bah 2024, Si ça garde le c'est même un niveau, peu. oui. À voir. 2020. Ah si, il y aura eu 4 ou 5 épisodes en 2024, donc on pourra C'est pas peut-être cheval. Si, effectivement je vous parler. rappelle quand même que Transformers avait été une des meilleures séries, je crois, de 2023, mais à peine de commencer. Mais Oui, non voilà, mais oui. Il y a des choses un peu étranges parfois qui se passent. c'est ça. Je crois dans les Awards, on l'avait classé en nouveauté, nous, Transformers. Il me semble, ouais. Bref, on verra, on n'en est pas encore là, mais bon, c'est dire la qualité du numéro 1 si on est déjà en train d'avoir ce genre de considération. Euh... Guigo dans le chat a lu également le numéro 1, il a le numéro 2, lui dans les mains, donc c'est qu'il est sorti cette semaine. N'hésite pas à partager dans le chat, Guigo, ton avis sur ce numéro 1, est-ce que tu es aussi dithyrambique que nous ou pas. Pendant ce temps, moi je vais enchaîner avec un autre titre qui, alors lui, il date un petit. Ah non, c'est pas moi. Pourquoi je, c'est pas mon. Ah ben non, oui, ok, j'ai sauté une ligne. C'est Clément qui va enchaîner Ouais, plutôt avec Destro. ouais. Donc, Censure, retour, censure. Ouais. retour dans le Energon Universe. Donc là, on est sur un titre de Dan Waters, André Brayson et Adrian Lucas. Donc on est toujours, en fait, c'est une nouvelle mini-série qui suit Scarlett, qui continue à consolider cet Energon Universe. Et donc là, moi, j'ai lu, alors le 1, ça faisait un petit moment, mais j'ai lu hier le numéro 2 et 3. Alors, ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc Destro, on va dire le bad guy de l'univers. Ça fait le taf. Je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que c'est clairement pas, à mon sens, au niveau de Transformers, notamment. Ce qu'on a même pu avoir sur les autres mini-séries, mais néanmoins c'est plaisant. Toujours ce sentiment en fait, et c'est une des forces du titre, mais en fait une des forces de l'Energon Universe, toujours ce sentiment en fait qu'ils sont vraiment en train d'installer un univers cohérent, et c'est vraiment cool. Le personnage est intéressant, alors je connaissais pas, hein. C'est assez intéressant, sans doute pas aussi manichéen que je pensais. C'est pas très beau graphiquement, je trouve, mais c'est pas ce qui me gêne. Ça me gêne pas plus que ça. Et puis surtout, là, on a la fin du numéro 3. Je dirais pas évidemment ce qui se passe, mais qui s'avère ultra prometteur et on sent vraiment que c'est encore une fois, c'est une série qui est en train de poser vraiment une des bases pour Energon Universe et j'imagine pour la série G.I. Joe qui va arriver
au mois de novembre. Donc on est, voilà, on est sur des très bonnes bases. Je saurais pas dire si c'est un indispensable. Maintenant, alors moi je lis toujours pas Void Rivals, peut-être un tort, mais maintenant, lire Destro, après en lisant aussi Scarlet, en lisant Transformers, après avoir lu les 2 autres mini-séries, bah, mine de rien, ça a resté très plaisant parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment cette sensation voilà, de vraiment lire un univers partagé et d'avoir, un univers qui est en train de se construire et surtout un univers cohérent et c'est cool. Et je pense pas que ça sera dans les titres, sans doute que Destro alors peut-être que ça permettra d'apprécier, par rapport à ce personnage-là, qui sera un des bad guys de l'univers, mais je pense pas que ça sera une mini-série indispensable. Mais néanmoins, bah, c'est une mini-série en fait qui est alors je sais plus si ça va être en 4 ou en 5 numéros, mais ça sera, voilà, c'est quelque chose en fait qui permet d'apprécier davantage ce qui est en train de se faire et c'est plutôt cool. Elles sont toutes en 5, hein, ces mini-là. Ça Ouais, sera sans doute j'avais un ouais, tout en 5, ouais, c'est ce qui me semble. Tu as lu, toi, Moi, j'ai Boris, pas tout Destro? commencé, donc Ok. j'ai les 3 premiers dans ma pile. Mais non, j'ai lu Scarlet, on va en parler tout à l'heure. Mais non, j'ai pas encore lu. Voilà, ça fait partie des trucs qu'il faut que je rattrape. Donc non, mais c'est vrai que ça a l'air de. Ils ont l'air de bien faire le taf en termes de construction, quoi. Pour Ouais, amener la Ouais. série G.I. Joe. Alors la série G.I. Joe, voilà, enfin l'univers existe depuis longtemps, donc mais voilà, ça permet d'inviter les nouveaux lecteurs qui connaissent pas, comme nous, hein, la plupart ouais, d'entre nous ne ouais, connaissent pas. complètement. Voilà, de bien poser les bases, et vraiment d'être à l'aise dans cet univers et de prendre du plaisir à lire sans se dire ah bah là ça je comprends rien, qui c'est lui, etc. quoi. Donc ça a l'air plutôt bien foutu quand même. Voilà, c'est Ouais, tout. moi, ça sera chez Urban, donc je pense en janvier-février, à peu près, début d'année, hein, Sans doute, si ouais. j'ai Ouais, bien c'est compris le probable. rythme. Tout comme les autres mini-séries Cobra Commander et Duke, que je n'ai pas lu non plus en Mmh. Arrive. VO, donc Ça, ça c'est ouais, en octobre, ça arrive ou fin septembre, octobre. je sais plus. Ouais. Ouais. Donc voilà. Je découvrirai tout ça, mais oui, en tout cas, ça a l'air d'être bien relié, tout ça, donc c'est sympa. Et cette fois-ci, je n'ai pas sauté le lit, et c'est bien mon tour. Et je vais vous parler d'un truc, vous disais-je, qui date un peu, puisqu'il s'agit de The Displaced, numéro 1, chez Boom Studio. C'est Ed Brisson, et alors attendez, je vais juste prendre le numéro sous les yeux, parce que j'arrive pas trop à lire à l'écran, je commence à vieillir. Et Luca Casalanguida, pour la partie graphique, avec Dick Knife pour la couleur, je crois. Displaced, c'est un truc que j'avais vu passer vaguement dans les sollicitations. Je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Puis bah, voilà. Comme un as, j'avais pas pris le numéro 1. Donc, bon. Je l'ai pris entre-temps et du coup, je l'ai lu. Displaced, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite ville, la ville de Oshawa, au Canada. Une nuit tout à fait normale, on fait la connaissance de quelques personnages, donc on a deux vieux potes de lycée au bar qui essayent de se rappeler l'identité d'un mec qui était plus ou moins bully au lycée. On a un jeune couple qui se fait réveiller en pleine nuit par le bébé et il n'y a plus de couches, donc la mère va en direction de la supérette pour acheter, qui se trouve en dehors de la ville, pour acheter les couches. Et puis pendant qu'on découvre tout ce petit monde-là, dans cette nuit tout à fait normale, il y a un personnage un peu âgé, qui m'a fait penser à Doc Brown personnellement, enfin sur le visuel, mais bon, qui va braquer un entrepôt d'autocars et qui prend un bus scolaire pour aller le foutre en travers de la route qui accède à la ville d'Oshawa et le mettre en feu. Allumer, le faire brûler. Voilà. Pour que personne ne puisse rentrer dans cette ville. Et on comprend pourquoi, puisque 2 pages plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un énorme tremblement de terre et que la ville disparaît dans un gouffre. Oshawa est rayé de la carte. Et on a ces 3 personnages-là, ces quelques personnages qui étaient en dehors de la ville, qui cherchaient à y rentrer à nouveau, qui ont été bloqués par le bus et qui du coup ont eu la vie sauvée par ce vieux monsieur, qui a l'air de savoir ce qui se passe, et qui a l'air de dire que d'autres villes, dans les années précédentes, ont disparu,
Sauf que personne, quand il donne les noms de ces villes-là, tout le monde le prend un peu pour un fou parce que personne ne se rappelle de ces villes-là. Lui dit que c'est normal parce que tout le monde les a oubliées. Donc on va partir un petit peu dans un mystère. Qu'est-ce qui est arrivé? Tremblement de terre, autre cause, où est la ville d'Oshawa? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a disparu à jamais? Est-ce qu'elle a vraiment existé d'ailleurs? On sait pas, voilà. Donc on est parti dans un bon mystère de SF, je pense. Je n'en sais pas plus, parce que j'ai lu que le numéro 1. Ed Brisson, j'ai pas toujours aimé ce qu'il a fait. Je vais être tout à fait honnête. Là, sur ce numéro 1, il fait clairement le taf, et comme la série date un peu du printemps, c'est compliqué de trouver les numéros suivants. Donc j'ai immédiatement après ma lecture mis le TP en précommande dans ma box pour novembre, je crois qu'il sort, ou décembre, je sais plus. Parce que j'ai clairement envie de savoir, j'ai été clairement accroché par ce numéro 1, et je veux savoir ce qui arrive à cette ville-là. Que vont devenir ces personnages-là qui ont tout perdu, alors que tout le monde semble oublier l'existence de cette ville qui a disparu il y a même pas 2 jours. Euh, Tout ça, c'est ultra intriguant, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc, bonne pioche pour moi. Vous ne connaissiez pas, j'imagine? Pas du tout. Je l'ai peut-être vu passer, mais non. Après, Ed Brisson, moi j'aime bien ce qu'il fait en indé. Ouais. Ce qu'il fait sur Marvel, chez Marvel par exemple. Mais en indé, j'ai lu Bah, pas mal pareil. de trucs qui sont sortis chez Achilleos notamment. Ou chez Delcourt, il y en a eu aussi. Et en général, c'est plutôt l'ambiance polar, etc. Et j'aime bien, moi. Franchement, il y a 2 titres chez Achilleos qui sont très bons, qui sont sortis il y a très longtemps. Et voilà, voilà, je dirais quand il a les mains libres et qu'il fait ce qu'il veut, j'aime bien. Après, c'est vrai que chez Marvel, des fois, c'est un peu moyen. Mais Ouais. on verra, Non, là, peut-être c'est que ça super. arrivera en VF, Ouais. je sais pas. Je verrai le TP du coup en novembre ou décembre. Je crois que c'est fin novembre, début décembre qu'il arrive. Et puis je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu toute la série. Mais vraiment, très très bonne surprise. Je suis bien content d'avoir cédé aux sirènes du numéro 1 en promo. On va enchaîner avec qui? On va enchaîner avec Boris. Et Boris, il va C'est à nous moi. parler de quoi? Il va nous parler de The Power Fantasy. C'est Kieran Gillen et Caspar Winchgard. Et j'ai mis ça dans mes précommandes. Ça va arriver là, bientôt, dans quelques jours chez moi. Donc j'ai hâte que tu me Oui, parce que confortes dans l'idée de l'avoir précommandé. c'est relativement frais, ça. C'est peut-être le truc le plus frais qu'on qu'on a lu. Je crois que c'est pas très vieux. Alors, The Power Fantasy. Alors, moi j'y suis allé pour le dessinateur, hein, essentiellement au départ. Kieran Gillen, c'est pareil, c'est un peu comme toi, Ed Brisson. Ouais, on est Kieran d'accord. Gillen, ça peut être sympa. Once and Future, j'ai plutôt beau aimer. Certains de ces trucs indés ou même chez Marvel, des fois c'est un peu. Son écriture ne convient pas souvent. Donc, je me suis dit, je vais tester le numéro 1, surtout pour le dessinateur, parce que j'aime vraiment ce dessinateur que j'avais découvert sur Homesick Pilot avec Dan Waters, qui a un dessin très particulier, mais que moi j'aime beaucoup, quoi. Je rentre tout de suite dans son univers, c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Alors, de quoi ça parle? Donc, vous imaginez bien que ça va parler de pouvoir. Le premier épisode est décomposé en 2 parties, une partie qui se passe en 1966 à New York, et puis ensuite en 1999, je crois. Oui, c'est ça, toujours à New York. Alors, on suit deux personnages au départ qui échangent, qui discutent sur justement, on apprend qu'ils ont des pouvoirs, puis on voit très vite, et qui échangent sur l'éthique justement d'avoir des pouvoirs et qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Et ils parlent de destruction du monde, etc. Donc, c'est pas des rigolos. C'est assez nébuleux au début, hein, on a un peu du mal à voir de quoi il parle, voilà, c'est un petit peu étrange. Et puis on bascule ensuite en 1999 où on retrouve un des 2 personnages. Et il y a une nouvelle discussion qui s'engage. Et là, petit à petit, à la fois le mystère s'éclaircit et s'épaissit, on va dire. Et ça pose quand même quelques bases. On sent que la poignée, puisqu'il n'y en a qu'une poignée d'êtres qui ont des pouvoirs, ils ont des liens entre eux, mais ils ne sont pas forcément super copains. Et il va y avoir des tensions, etc. Donc je ne vais pas en révéler davantage. J'ai bien accroché, je vais aller voir la suite. C'est un petit peu nébuleux quand même
pour une première lecture, pour un premier épisode, on se demande des fois un peu de quoi il parle, on ne sait pas trop où ça veut aller, puis finalement on comprend quand même petit à petit, et on comprend que ça devrait quand même ça devrait bastonner dans la suite. Les personnages sont intrigants, pour l'instant ils sont pas très développés, mais chaque personnage mis en jeu, on sent qu'il y a quand même de quoi faire. Donc en termes d'histoire, c'est plutôt un bon premier numéro qui donne envie d'aller voir la suite, qui pose des bons mystères, on va dire. Et puis en termes de dessin, moi j'y allais d'abord pour ça, et là j'ai pas été déçu du tout, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce travail. Je trouve que c'est de plus en plus précis son dessin, son trait. Voilà. C'est vraiment hyper régulier, hyper inventif, et voilà, en termes de décor. Et puis c'est toujours, il utilise de toute façon toujours ces teintes un peu mauve, etc. Et ça, moi, vraiment, ça fonctionne sur moi, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, une bonne mise en bouche, à voir comment ça va aller. C'est du Kieron Gillen, donc c'est un petit peu particulier. Donc, c'est pas forcément mon écriture préférée. Là, c'est pas un coup de cœur. Ce sera un coup de cœur graphique, on va dire, et pas un coup de cœur scénaristique, mais c'est une bonne mise en bouche. Alors, je me souviens plus en combien c'est, j'ai pas fait gaffe. À voir ce que ça va donner sur la suite. J'espère que ce sera aussi bon, que ça va continuer comme ça. On verra bien. Mais je suis pas mécontent d'avoir pris ce premier numéro. Donc bonne lecture, à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà. C'est vrai que sur la couverture, tu vois tout de suite que c'est Vingegaard, quoi. Ah bah oui, Tu oui. me dis cette couverture, c'est une couverture de Homesick Pilot, je te crois. Oui, bah oui, il a un dessin vraiment. Ces À la couleurs, fois un effectivement, dessin elles sont... particulier, et puis les couleurs, hein, c'est toujours tout ce qu'il fait. Il avait Ouais. fait un épisode de Swan Song de Michael Ouais. Prince aussi. C'était pareil, hein, c'était les mêmes couleurs, les mêmes designs, on va dire un peu. On retrouve un petit peu des têtes, on va dire, des personnages qui ont la même tête d'une série à l'autre parfois. Ça arrive aussi, ça. Là, dans The Power Fantasy, il y en a un qui ressemble un petit peu à un des personnages de Homesick Pilot au niveau du visage. Ok. Après, il reprend un petit peu, sans doute. Il a des stéréotypes qu'il utilise, mais bon, c'est pas gênant. Enfin, on n'a pas l'impression que ça sort de la même série. Et pour le nombre de numéros, c'est pas annoncé franchement, comme une mini-série ou comme une série limitée, hein. Il n'y a pas de ok, numérotation bon, limitée annoncée, donc ça a à l'air d'être voir. un début d'ongoing à suivre. C'est bien pour le dessinateur, parce que voilà, ça Ouais. va le booster. Et je crois qu'il a bossé un peu chez Marvel, je crois, pour faire quelques épisodes, je sais pas. Enfin, voilà, c'est un dessinateur qu'on voit de plus en plus et qui, à mon sens, mérite Ouais, carrément, ouais. d'être davantage diffusé. Même si, Carrément. effectivement, c'est particulier, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas du tout, quoi. Je trouve ça trop particulier, justement. Ouais. Alors, Rorschach ne nous ayant pas rejoint, nous allons donc passer la review de Get Fury qu'il avait ajouté au conducteur, et on va passer à Clément, Ouais, qui a lu, alors je pense dans le cadre de l'OP Panini, au ouais, format à 10 complètement. euros là, Ouais, ce qui est une super opportunité du coup, parce que moi, complètement. Made in Korea, ça avait été un coup de cœur, donc je suis Ah, content tu qu'il y ait l'avais plein de lu? gens qui... Ouais, j'avais adoré. Je suis content qu'il y ait plein de gens qui puissent le lire, ce truc-là, et Mm. du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce Made in Korea? Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est de Jérémy Holt et Georges, je sais pas comment ça se dit, Charles? Hmm. Schall. Alors, j'en ai profité pour le titre, effectivement, pour le titre à 10 euros, parce que je me dis c'est une sacrée occasion. Et j'ai absolument pas regretté. Alors, je crois que c'est un titre qui doit dater de 2022, si je dis pas de Ouais, ça commence à bêtises. dater, ouais. Hmm. Et j'ai été épaté, alors, par les dessins. J'ai trouvé je sais pas ce que tu en avais pensé, mais j'ai trouvé le titre magnifique. Ça collait parfaitement à l'ambiance. Et surtout, et c'est ce qui m'a fait adorer Made in Korea, c'est que surtout on est sur en fait, c'est pour ça que je précisais la date de publication, on est en 2022. Et en fait, c'est un récit qui est en avance sur son temps du point de vue concernant l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, il est question d'intelligence artificielle et c'est brillamment mené. Euh, juste pour l'histoire, en fait, on suit une petite fille. Et en fait, cette petite fille, en fait, est un robot avec une IA hyper poussée et tout par-delà.
Et en fait, on a un récit qui traite à la fois de la question de l'intelligence artificielle, pas à propos de l'intelligence artificielle sur les problèmes qui sont actuellement sur l'intelligence artificielle générative, mais sur l'intelligence artificielle en général. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce titre-là, c'est que ça traite en fait de façon beaucoup plus subtile et super bien amenée, qui est la question à la fois de la culture, où on a un contraste de mémoire entre la culture coréenne et la culture américaine, et surtout, et c'est pour moi un des points forts de ce titre-là, sur la question de l'identité, et sur la question de l'identité, notamment de genre. Et j'ai trouvé le propos hyper intéressant, super bien écrit, avec des personnages très touchants. Et vraiment, c'est un de mes coups de cœur parce que j'en attendais pas grand-chose. J'ai été curieux et j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça excellent, super intelligent, vraiment intelligent. Et c'est encore une fois la preuve que dans le comics indé, on peut vraiment, ça peut vraiment traiter de problématiques actuelles et de façon brillamment menée. Donc, c'est un coup de cœur. Voilà. Ouais, ça avait été vraiment pareil pour moi. J'avais eu ça en VO, en single à l'époque. Je soit 2021-22, un truc comme ça. Euh, J'avais été tellement amoureux de Alex plus Ada qui est dispo chez Delcourt en VF que quand j'ai vu le pitch de Made in Korea, je me suis dit ah oui, allez, vas-y. Et effectivement, c'est vraiment chouette. Donc je Là, regrette c'est absolument pas ma lecture et c'est cool que voilà. J'hésitais même limite à le prendre en TP, enfin en TP en VF du coup pour 10 € et l'avoir C'est très quali en en plus. Pour collect. le coup, pour 10 euros, je sais ça- que j'aime critiquer Panini, euh, mais je, là, c'est vraiment quali. voilà, je vais m'en occuper à ta place. Euh, Moi j'hésitais, là bon bah là c'est fait, c'est dans le panier, ça va être commandé. Surtout si t'as rajouté Alex plus Ada, si c'est un peu dans le même esprit, ça va. En fait c'est quand j'ai décidé de lire cette série, c'est parce que j'avais adoré Alex plus Ada et que la couverture m'a rappelé ces choses-là, D'accord. le pitch m'a rappelé ces choses-là. C'était avant de le lire. Et après la lecture, oui, si t'as aimé Alex plus Ada, t'aimeras Made in Korea parce qu'il y a quand même quelques similitudes, quelques sujets communs et il y a aussi cette même émotion que tu peux avoir à certains moments pour ce petit android là. Voilà, Ok. il y a quand même des ponts en termes en termes d'expérience aussi. D'accord. Et donc pour parler de Panini, c'est quand même là ils ressortent ce titre-là que vous qualifiez d'excellent. Il y a Ouais, Monkey Meat aussi qui ressort, que ouais. moi aussi j'adore, à 10 balles. Faut pas se leurrer, Ah s'ils ouais? ressortent à 10 balles, c'est qu'ils ont des stocks à écouler. Ouais. Et donc ça s'est pas vendu, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément fait le boulot. Enfin, ça paraît évident, je veux dire, si on suit un peu leur fil sur les réseaux, qui est indé, ils en parlent très peu. Et Complètement. donc c'est franchement dommage en Ouais. achetant les droits de titres indés, ils en fassent un peu de promo. Et, et maintenant, alors je me souviens pas des prix initiaux, mais là, si on regarde un petit peu, et j'en avais parlé dans le kit de survie l'autre fois, le Phantom Road qui vient de sortir, donc on a lu en Ouais. Mm. VO, nous, hein, qu'on suit, 140 pages, 5 épisodes, 22 euros. Ouais. Donc s'ils veulent tuer leur série indé, ils peuvent, il n'y a pas meilleur moyen quand même. C'était à 22 peu euros près le pour... même gamme de prix hein, pour Made in Korea et compagnie. Bah, 24 €, voilà, Gaël nous dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, C'est ça. Comment ils espèrent qu'un titre Bien sûr. indé Ah, euh, complètement. avec 5 numéros et un prix comme ça contre son public? Enfin, c'est pas possible. Même si Et on il y a sait que le tous les fameux. prix augmentent partout, etc. Mais Ouais, enfin là, ouais. faut pas exagérer, Bah, quoi. en fait, ils ont pas. Enfin, alors, il y a des titres qui n'ont pas fonctionné, mais la politique d'Urban qui est sur des titres indés, de faire les premiers tomes à 10 euros, c'est une porte d'entrée. Mais effectivement, pour reprendre l'exemple de Made in Korea, je l'ai acheté parce qu'il était à 10 euros. Je ne l'aurais jamais acheté je crois qu'il était à 22 euros. 24. 24? 24, ouais, Jamais de c'est la clair. vie. Genre, en 24, en plus, c'est du. Là, en l'occurrence, je dis que c'est quali pour le prix, mais en réalité, si on prend le prix de base qui est à 24 euros, c'est même pas du hardcover. C'est du souple. C'est pas Il des y a albums d'Urban.
le fameux Mom aussi, Mother of Madness d'Emilia Clarke, qui était ressorti à 10 Ouais. euros, comme ça, c'était le premier, je crois, dans toute cette récente vague de sortie à 10 euros, qui, pareil, coûtait 24, 20, un truc comme ça, 24-25 euros. Ouais, c'est cher, c'est un problème effectivement pour le comics indé. Le prix est un. Alors oui, il y a l'augmentation des coûts évidemment, mais c'est un problème. 24 euros pour du titre indé qui par définition va être moins accessible, va être moins accrocheur, moins vendeur. Effectivement, ça va pas étonnant que ça va se vendre. Après, évidemment, quand tu as des titres indés qui buzzent comme The Nice House on the Lake ou même Saga, oui, et encore, c'est pas aussi cher je crois, c'est même pas Ah bah non, 24 c'est moins euros. cher. Ah bah non. C'est beaucoup moins cher. Et en fait, le problème, là, on va critiquer Panini, le problème, c'est leur gamme de prix. 24 euros sur de l'indé, c'est beaucoup trop cher. Oui, surtout que là, je regardais parce que j'avais pris le Daredevil là, de Saladin Ahmed. Il y a Ouais, 136 pages, donc il y a 8 pages d'écart, on va dire. ouais, Et c'est ouais. 19 balles, quoi. Il y a des 3 euros. Donc, enfin, ils sont capables, ils doivent être capables de baisser leur prix quand même pour attirer un peu le. Oui, oui, et puis comme ils ont augmenté leur prix, oui, ils ont augmenté leur prix général, mais c'est vrai qu'en y repensant, j'avais pas capté le prix, mais 24 euros pour l'ouvrage comme ça. Et en plus, on parle quand même 24 euros pour du souple. C'est même pas Mm. du hardcover, quoi. Donc 24 euros pour du souple, c'est quand même, Alors, c'est je cher. sais pas s'il était souple en. Et je sais C'est ça, pas. je suis pas sûr qu'il ait... Je me Si, demande bah, si c'est ça pas doit quand être. même une Faire un doute. réédition en souple. Bref, je sais pas, Ouais, je suis en train cette de me poser la opération à 10 question, euros. moi. Bah, si, sans doute, parce que. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le Monkey Meat est pas sorti. On peut imaginer que si là, à 10 balles, c'est qu'ils stock qu'ils écoulent. Je Donc, pense. ils Ah vont ouais, pas mais s'amuser à refaire une impression de ouais, ouais, je format. pense. Donc, Mais c'est vrai que enfin, je trouve c'est un- ça c'est- dommage parce qu'en plus, ils acquièrent les droits de titres qui auraient peut-être pu arriver ailleurs, à des prix ouais. moins chers. Donc, qui se vendent pas et que personne découvre. Enfin, voilà. Bah, Un ouais, peu. c'est le problème de Panini. Après, je sais plus à combien il était parce que c'était 8 Billion Jennies était Panini. Je sais plus à combien il 27. était. Ah, il était à Oui, 27. c'était plus gros. Hein. Il était plus gros quand même. Ouais, il était plus gros, puis c'était du hardcover. Mais enfin, quand même. Ouais. Bah, c'est 27, quand même. 27 euros, hardcover, 8 épisodes, on était quand même sur un autre truc. Ouais, c'est un autre C'était truc, moins mais déconnant, hein, carrément moins déconnant. ouais, 27 euros, ouais. Mais là, je crois que c'était quel site? Apparemment, le prix était pareil sur l'indé. Je sais plus, c'était un indé qui apparemment est très bien, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. C'est avec des chiens, je crois. Ah Euh, oui, Stray Dogs. ouais, Oui, et c'était cher, apparemment, Stray pareil, Dogs. Hein. je crois que le prix a été très critiqué à ce niveau-là. Ouais, bon. Pour la. De toute façon, Ouais, mais on va pas refaire leur politique tarifaire, hein, c'est pas grave, voilà, on le sait, on a l'habitude. Et c'est con, je suis d'accord, c'est complètement dommage, parce que, bah, effectivement, Made in Korea, 24 euros, bah, personne n'achète, personne n'en parle, et là, ça y est, il sort à 10 euros, de manière accessible. Bah, forcément, hein, les gens l'achètent, et ah, bah ouais, tout le monde aime. C'est ça. Donc voilà, peut-être que le train est pris à l'envers, effectivement, mais bon. On va enchaîner, et c'est mon tour avec le suivant, encore un truc pas forcément récent, qui s'appelle Moon Man, c'est le numéro 1. Alors, je vais reprendre Donc c'est Kid Cudi présente Moon Man. C'est de Scott Mescudi et Kyle Higgins pour le script, et Marco Locati pour les dessins, avec les couleurs d'Igor Monti. Et puis pour être complet, au lettrage, c'est celui dont on entend régulièrement parler, Hassan Otsmane et Laouf. C'est un titre de Black Market Narrative. Black Market Narrative, c'est l'imprint de Kyle Higgins pour tout ce qui est Radiant Black et compagnie. Et à l'intérieur, ils ont créé une collection Mad Solar, apparemment, dans laquelle se trouve Moonman. Alors, Moonman, c'est l'histoire d'une expédition. 50 ans après, on essaye de marcher à nouveau sur la Lune, hein, ça vous le savez, c'est aussi dans l'actualité réelle du vrai monde. Des projets en direction de la Lune sont en train de se redévelopper. Et donc du coup, bah, dans l'univers de Moonman, c'est pareil, on lance une expédition vers la Lune, sauf que c'est pas la NASA, c'est une entreprise qui s'appelle, alors je vais essayer de retrouver le nom pour pas dire de conneries, Janus, voilà. Janus, c'est l'entreprise dirigée par un milliardaire. Bon, c'est SpaceX, hein. C'est le mec en question, c'est Elon Musk, voilà, il n'y a pas y a aucun doute. La mission est en route vers la Lune et on la perd des radars, elle disparaît complètement pendant 7 minutes.
Il y a 7 minutes dans lesquelles on ne sait absolument pas ce qui est arrivé à cette mission. Et l'histoire démarre quand ils sont de nouveau sur Terre. Hein. Un des explorateurs se réveille à l'hôpital, suite, il a passé plein d'examens, etc. Il a l'air d'aller parfaitement bien. Il quitte l'hôpital, il reprend sa vie, mais il a des petits flashs un petit peu, parce que même lui ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 7 minutes, à part quelques images qui lui reviennent, etc. Euh, Janus annonce évidemment qu'on va retourner sur la Lune, qu'on va refaire une expédition, etc. Parce que le mec à la tête de tout ça, le Elon Musk de cet univers-là, fait partie de l'expédition parce qu'il veut être, dans son ego surdimensionné, le premier à remettre le pied sur la Lune 50 ans après. Faut pas que ce soit un autre, faut que ce soit lui. Donc il va remettre du fric sur la table et voilà. Et Janus n'est pas une entreprise appréciée, il y a des manifestations, etc. Donc il y a le côté, ok, je vais faire quelque chose de grand, je vais participer à l'exploration spatiale, mais est-ce que je le fais pour la bonne personne ou pas? Il y a ce conflit-là entre l'explorateur qu'on suit et son petit frère qui lui fait partie des manifestants. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs de propos qui sont intéressants dans ce numéro 1. Et puis il y a un événement qui arrive dans le dernier tiers de l'épisode où... Ah, ok. Voilà ce que ça nous fait. Il y a l'air de s'être passé quelque chose pendant 7 minutes. Il s'en rappelle pas, mais vu l'événement auquel on assiste, il s'est passé clairement quelque chose. Tout le mystère va être de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'ils sont vraiment revenus tout à fait intacts, malgré les examens médicaux? On sait pas. La question se pose. Et ça va être à suivre dans la suite de la série. Pareil que pour Displaced, un truc que j'avais repéré, j'avais pas été sur le numéro 1 à l'époque, c'était en janvier 2024. Et ben je ne regrette pas d'avoir testé. Le premier TP sort à 9,80 enfin 9,99$ là en novembre, je crois. Je crois qu'il est à 8,99€ sur Arconia, le TP1. Donc voilà, j'ai aimé ce numéro 1, je vais aller sur le TP sans problème, et je pense que je continuerai la série par la suite. Si en tout cas c'est aussi engageant que ce premier épisode. C'est classique, hein, l'expédition qui foire, on sait pas ce qui leur est arrivé, ils reviennent, ils ont pas l'air tout à fait comme ils étaient avant, il y a des trucs qui ont l'air bizarres. Voilà, c'est un truc classique. Maintenant, il y a le propos un peu politique, entre guillemets, économique et sociétal autour de ces milliardaires, de ces entreprises qui n'ont pas les bonnes valeurs, mais qui malgré tout font vivre la moitié de la ville, parce qu'ils sont implantés ici et que, voilà. C'est des entreprises dégueulasses, mais qui font vivre la moitié de la population. Donc, comment on aborde ce genre de choses? Voilà. Il n'y a pas que le côté SF, il y a aussi le côté politico-sociétal, on va dire, qui m'intéresse vachement dans ce numéro 1. Donc, ouais, je vais aller lire la suite. Ouais. Boris, tu avais entendu parler peut-être de cette mini? Enfin, de cette série? Je crois que c'est une Je mini. l'ai vu passer, mais j'ai pas été Ouais. dessus, non. Donc, je vous dirai des nouvelles une fois que j'aurai lu le TP. Il est pas cher, donc voilà, 8,99. Pour 5 ou 6 épisodes, je vais aller lire ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est juste un numéro 1 qui fait un peu écran de fumée comme on a parfois aussi d'habitude? Ah bah ça. À suivre donc, à suivre. Le prochain c'est qui? Le prochain, c'est toi, Boris. Moi, ouais. Et tu vas nous parler de Zatanna, Bring Down the House. C'est numéro 1 et 2, je crois que tu as lu. Oui, je vais aller relativement vite parce qu'en plus j'avais fait un article sur le site à l'écrit, donc si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller jeter un œil. Là aussi, c'est une mini-série en 5, je crois, du Black Label, scénarisée par Mariko Tamaki et dessinée et colorisée par Javier Rodriguez. Et là aussi, j'y suis allé pour le dessinateur, évidemment, dirais-je. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste. Notamment, j'avais lu les Defenders, qui était l'occasion pour lui d'être un grand terrain de jeu. Et là, sur Zatanna, l'univers est peut-être un peu moins fou, on va dire, pour ses planches, mais il réussit quand même à faire de sacrés trucs. Alors, donc comme c'est dans le Black Label, ça ne reprend pas forcément exactement l'historique du personnage. On découvre donc Zatanna, qui est une jeune femme qui n'a pas de pouvoir magique, mais qui est une magicienne Jax, hein. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle fait des tours de magie dans un cabaret un peu moisi où il y a 3 ou 4 spectateurs, c'est pas plus. Et
survient un événement étrange, un des spectateurs intervient et il y a un démon qui débarque et là ça part en cacahuète. Donc voilà un petit peu le pitch de départ et donc ça va l'entraîner sur des terrains qu'elle ne maîtrise pas et donc la magie, la vraie magie va s'inviter. Alors Mariko Tamaki, ce que j'ai lu d'elle m'a pas déplu, mais m'a jamais vraiment totalement emballé. Et on est un petit peu sur cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est plaisant à lire. Ce sera clairement pas un chef-d'œuvre scénaristique au final, mais c'est une bonne histoire qui se laisse lire. C'est un petit peu classique par certains domaines, notamment sur le côté du démon, etc. Mais ça amène notamment avec le cliffhanger du numéro 2 sur des terrains assez originaux. Et puis, elle écrit bien le personnage, je trouve, entre passé et présent, avec des séquences qui s'alternent, où on découvre un petit peu son passé avec son père, et en fait pourquoi ce démon arrive, et quel est son lien avec la magie. Et ça, c'est plutôt bien fichu. C'est assez touchant même, je trouve que voilà, l'écriture du personnage est assez touchante. Donc ça, c'est bien. Et puis, en termes de dessin, toujours fan, Javier Rodriguez réalise franchement des superbes planches en termes de couleurs, en termes de composition. Donc là, évidemment, c'est un peu plus terre à terre, on va dire, comme univers, donc en tout cas dans les débuts. Mais ça fonctionne bien, il arrive vraiment à faire des jeux, notamment sur les scènes passées, des jeux sur les ombres, sur les lumières, qui sont vraiment sympas. Alors c'est un petit format. Alors je sais pas comment ils décident que les titres Black Label sortent dans des plus grands formats ou des plus petits formats. Ou alors peut-être que j'ai raté un truc et que maintenant ça sort plus qu'en petit format, je ne sais pas. Enfin, en petit format, en format classique. Parce qu'au début, le Black Label, c'était Ouais. un format agrandi. Alors après, je prends pas tous les trucs de Black Label, Bah, donc j'ai l'impression peut-être que sur que les eux. derniers, là, il n'y a plus trop de format Ouais, agrandi. ouais, parce que Boy Wonder, c'est aussi format classique. Donc, est-ce qu'ils ont renoncé à ce format? J'en sais rien. Toujours est-il que les planches auraient mérité effectivement un plus grand format. Si ça arrive en VF, ce sera sans doute un format agrandi, comme souvent. Et ça vaudra le coup. Donc pour l'instant, deux numéros plutôt sympas qui m'ont bien accroché. C'est pas un personnage que je maîtrise beaucoup, que je connais beaucoup, mais que j'avais vu dans la Justice League Dark, notamment, de Tynion 4. Et là, elle arrive à bien l'écrire. Ça me plaît plutôt bien. Et puis c'est joli à regarder. Donc un bon début de mini-série. Ok, j'ai eu accès aux 3 premiers, je les ai pas lus encore, donc je verrai plus tard. Je suis partagé entre un personnage que je connais pas trop, mais une partie graphique, notamment sur les couvertures, que je trouve assez incroyable. Euh, Ah ouais, je sais pas. après, le fait de pas connaître le personnage, c'est pas gênant, hein. Là, Ok. tu pourrais à la rigueur découvrir le personnage comme ça. C'est pas, non, c'est plutôt, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien fait. Ça peut se lire presque, voilà, indépendamment de la connaissance de l'univers. Ok. Après, je sais pas ce qui va arriver dans les 3 prochains, donc peut-être que là, ça nécessitera un peu de connaissance. Mais là, ça peut se lire tranquillement, sans être un D'accord. super calé. Ok. Parfait. Alors à suivre, si tu vas jusqu'à la fin de la série, on en reparlera une fois que ce sera terminé pour voir ce que ça va donner sur l'ensemble. Et pendant ce temps, en attendant, on va enchaîner avec Clément. Oui, Clément qui a lu, lui, l'autre titre dont j'ai parlé en avant-première la dernière fois, qui est Dark Knights of ouais, Steel All Winter, oui. de Jake Christophe. Alors. Alors, et B, quelle explosion pour les rétines! C'est juste sublime visuellement. Donc c'est Tierso au dessin. Je ne connaissais pas du tout. Et alors vraiment, en fait, dès la première page, t'es happé par la qualité du dessin. Et puis la page qui suit, c'est une double page qui est sublime. Enfin, visuellement, c'est magnifique. C'est pas gratuit. Hein, je crois qu'on avait parlé, hein, que le dessin en noir et blanc, et en fait, c'est absolument pas gratuit. Je ne Ah non, dirai pas non, oui. pourquoi, et ça rend le truc encore plus intéressant. Donc j'ai lu les 2 numéros en immersion dans la foulée, j'avais adoré le premier. Le deuxième continue dans la foulée. Hem, Ça continue d'approfondir l'univers posé par Tom Taylor. C'est ultra kiffant parce qu'en fait, ça continue de mobiliser des personnages qu'on connaît pour certains, enfin peut-être certains vont pas connaître, mais moi que je connais. Et c'est une réinterprétation, intéressante et cohérente par rapport à l'univers de Dark Knight of Steel.
Et voilà, c'est génial. J'avais un peu peur, hein, forcément, que ça soit une autre mini-série, un dérivé qui n'est pas écrit par Tom Taylor. Et en fait, c'est ultra cohérent, c'est super intéressant. Ça offre des nouvelles dynamiques. Enfin, ça continue d'approfondir en fait cet univers. Donc, bon, clairement, je pense que de toute façon, j'imagine fort bien que cette série aura sans doute des conséquences sur la suite, la future série Dark Knight of Steel 2. Partout. Mais voilà, j'ai adoré. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. Les covers sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. L'histoire est intéressante. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Et en plus de ça, ce qui est tout aussi intéressant, c'est que non seulement, on va dire, l'histoire principale approfondit l'univers, mais en plus de ça, on a le droit à des backups. Là, écrits par Tom Taylor avec, alors je crois que c'est Riccardo Federici au Ouais. dessin et sans doute à la couleur Arif Prianto. Et là, c'est pareil, c'est très court, mais ça approfondit encore l'univers. Ça mobilise des personnages qu'on connaît habituellement sous une autre forme. Et voilà, c'est excellent. Donc, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Et je ne doute pas que la suite sera tout aussi bien. Donc, excellente surprise. Ouais. J'apporte juste un tout petit, pas bémol, mais Ouais. effectivement, c'est pas gratuit, la colorisation et surtout Mm. le fait que ce soit en noir et blanc. Ouais. Maintenant, sans rien spoiler, sans rien évoquer, enfin voilà, je vais être cryptique et Ouais. ceux qui sachent, comme on dit, comprendront. Euh, c'est vrai que c'est pas gratuit, mais malheureusement, ça arrive quelques mois trop tard. Voilà. Oui. Comprendra qui peut et qui a lu d'autres œuvres. Voilà, ça arrive juste quelques mois un peu trop tard pour que ça Bah, ait vraiment pleinement l'effet tu penses que à que Chroma? ça devrait avoir sans sentir le déjà vu. Mais c'est pas grave, Tu penses à tu il pouvait pas anticiper. tu penses à Chroma? Ouais, je Moi, voulais ça me pas le fait dire parce penser que à ça peut Chroma. spoiler, mais ouais. Ça m'a direct, j'ai pareil, hein, j'ai direct pensé à Chroma. Effectivement, il y a cet aspect-là. Après, j'en ai quand même fait abstraction et c'est pour ça que je me suis dit que c'est pas gratuit parce que bon, quand tu m'as dit noir et blanc, je me dis bon bah c'est peut-être juste un parti pris graphique et en fait non. Par contre, là où je te rejoins, c'est alors ceux qui ont lu sauront. Par contre, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me dis ah ça me fait penser à quelque chose quand même. Il y a quand même une grosse similarité. Je ne dirais pas quoi. Enfin, je On pense que tu va vois ce que je veux dire. Oui, on va poursuivre du coup. Ah bah voilà, la petite cover du numéro 2. Donc pas de Witchblade, mais je vais moi enchaîner avec Flash Gordon, qui fait son retour chez Matt Cave. Matt Cave qui fête ses 10 ans d'ailleurs. Alors pourquoi je suis allé sur Flash Gordon? Parce que c'est Jeremy Adams et Will Conrad. Et que... Ah, quand même. Jérémy Adams, j'avais pas forcément été ultra fan de ce qu'il avait fait sur Flash, mais voilà, il y a du potentiel chez ce scénariste. Will Conrad, j'aime plutôt son boulot. Et puis, bah, Flash Gordon, de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Alors, petite précaution d'usage, ne lisez pas ce Flash Gordon numéro 1 si vous n'avez pas lu le FCBD Matt Cave au mois de mai qui contient le Flash Gordon numéro 0 parce que vous allez être sacrément paumé. Évidemment, maintenant, pour se procurer le FCBD, c'est trop tard. Donc, Matt Cave a la bonne idée sur la deuxième de couverture, avant même que le numéro 1 commence, d'avoir mis un QR code pour pouvoir récupérer le Flash Gordon numéro 0 en PDF et pouvoir lire cette Ça, c'est histoire cool. préquelle. C'est pas indispensable. Jeremy Adams fait quand même quelques sous-entendus voilà, qui permettent que quelqu'un qui n'aurait pas lu l'épisode préquel dans le FCBD puisse peut-être un peu avoir une idée de voilà, voilà. Disons que quand on n'a pas lu le FCBD, c'est comme si on arrivait, qu'on commençait une série au numéro 13, on se doute qu'il s'est Ah, passé des trucs avant, il y a quelques sous-entendus qui font que, ok, on comprend qu'il y a eu un truc qui s'est passé et qui fait que maintenant on est dans cette situation. Si on s'accroche un peu, c'est pas grave. Maintenant, si on veut vraiment tout avoir, autant scanner le QR code et lire l'épisode 0. Euh, les ingrédients de Flash Gordon bah, sont présents. Hein. On a Flash, on a Dale Arden, on a...
Alors, j'arrive jamais entre VO, VF et compagnie. Je crois que c'est Mongo, la planète, mais je Oui, suis jamais sûr. Entre la planète Mongo et l'empereur Mingo, Mingus, Ming. je sais plus. Enfin, Ming. Ming. Ok. Ouais. Euh, Voilà, les ingrédients sont là, mais il y a eu un twist parce que dans le. Alors, c'est pas un spoil, hein, c'est annoncé dans la sollicitation et dès la première page, c'est rappelé. Hein, Mongo a été détruit dans le FCBD, dans l'épisode 0. La planète a été détruite. Et on sait pas trop ce qui est. Qu'est-ce que Ming est devenu, qu'est-ce que les habitants qu'on connaît, pour ceux qui connaissent Flash Gordon depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas. On sait juste que Flash se réveille dans un endroit où il semble être détenu, à côté de quelqu'un qu'on a l'air de peut-être connaître, ou en tout cas qui a l'air de le connaître lui. C'est assez nébuleux, assez mystérieux. Qu'est-il advenu de Dale? On le découvrira à la toute fin du numéro et c'est assez surprenant. Enfin voilà. C'est les ingrédients qu'on connaît, mais avec le twist de la destruction de Mongo et de quelque chose qui aurait pu se passer. Voilà, il y a un laps de temps plus ou moins inconnu qui s'est passé entre les deux, entre la destruction de la planète et le début du numéro 1. Et ben, il semble s'être passé pas mal de trucs, et ben, tous ces personnages, ces ingrédients qu'on croit connaître parfaitement, ben, Jérémy Adams, il les brasse un peu, il les passe un peu au mixeur, et on va perdre un peu nos certitudes sans doute, et on va débarquer avec un statu quo qui est bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs décennies maintenant sur Flash Gordon. Donc c'est assez intéressant, c'est très intriguant. Graphiquement, Will Conrad, c'est beau, mais alors ouais, c'est très 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 beau. Euh, ça fait le taf, ça fait le taf. Il y a toute une nouvelle gamme de séries autour de Flash Gordon qui arrive chez Matt Cave. Euh, donc il y a le Flash Gordon, il y aura Flash Gordon Quarterly qui sortira tous les 3 mois. Et puis Defenders of the Earth, qui est une série qui mélange plusieurs personnages de la franchise, qui va revenir à partir du mois d'août, donc ça y est, le numéro 1 doit être dispo là, et c'est une mini-série en 8. Donc voilà, on ressort, il y a notamment Mandrake le magicien dans les Defenders of the Earth. Donc voilà. Ça fleure bon la nostalgie, mais en même temps, c'est un vrai côté modernisé et un peu twisté. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais continuer pendant quelques temps, je pense, avec plaisir, et puis on verra si je poursuis ou pas. Sylvain dans le chat nous dit qu'il n'a pas lu le FZBD, mais qu'il a réussi à comprendre le numéro 1, qu'il a trouvé tout à fait compréhensible seul. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, c'est vous vous accrochez un petit peu, ou vous voulez vraiment avoir tous les éléments, et vous lisez le FCBD avec le petit QR code. Mais voilà. Donc non, c'est chouette. C'est chouette. Un petit peu de Flash Gordon de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Je vous demande pas si vous avez lu ça, hein, parce que je pense que... Ben, je serais bien tenté, mais c'est un peu, Pareil. j'ai un peu raté le truc et Pareil. j'aurais peut-être un TP. Ouais, soit en TP, je pense que ce sera possible. À moins qu'en VF ça revienne quelque part. Hein. Peut-être. À voir. Possible. On J'ai va pas Mini, enchaîner. Oui, bien sûr. On va enchaîner avec Clément qui va arrêter de dire des conneries et qui va nous parler de Horizon Oblique. Oui, je sais que Boris l'avait chroniqué en plein lu, et ça y est, je l'ai enfin lu, j'en ai profité parce que j'ai réussi à le trouver en occasion, dans une super bonne qualité. Donc c'est de Richard Blake, que je ne connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas. Et pareil pour le speech de l'histoire, mais comme je me suis fié à la vie de Boris, hein, sur Comic Story, qui avait vendu ça comme étant un petit bijou. Et de toute façon, en feuilletant l'ouvrage, quand j'ai vu les planches, etc., je me suis dit, ok, on va foncer dessus. Alors c'est une histoire, comment dire sans trop spoiler, bon, je sais pas si on peut dire que c'est de la SF. Enfin, c'est pas vraiment de la SF, c'est Si, en quand même. gros, enfin si, c'est quand même de la SF, c'est en gros, l'histoire tient pour point de départ qu'en fait, il y a une histoire de dimension parallèle où vous avez en fait une équipe de scientifiques qui part dans une dimension parallèle par un portail, et un couple, en fait, je crois des cartographes, je crois, Oui. va disparaître. Et en fait, l'histoire, on va suivre du coup la fille de ce couple qui va être en quête en fait pour chercher cette personne, accompagnée d'une IA, d'un robot, d'un IA, et en fait tout part de là. Voilà pour le speech global, je n'irai pas plus loin.
Euh, et bah, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Parce que déjà, les dessins sont incroyables. J'ai rarement vu des dessins aussi sublimes, déjà. Ensuite, on a, et c'est ce qui m'a le plus épaté, la construction des planches, qui est vraiment assez dingue. Tout est parfait. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que, corrige-moi si je me trompe, Boris, mais si j'ai bien compris, c'est la première fois que Richard Black fait une BD. Oui, oui, c'est sa première BD. Ouais. C'est sa première BD. Et je suis juste bluffé. Parce que j'aurais tendance à dire que tout est parfait au niveau de la construction, en fait. Euh, ça m'a juste bluffé. Il y a vraiment, sur la construction, c'est bluffant. Et quand j'ai découvert que c'était sa première BD, ça m'a littéralement mis sur les fesses. Pas être vulgaire. Euh, et au-delà de ça, on a un univers qui est ultra cohérent, scénaristiquement et graphiquement, et super intéressant. Et puis voilà, c'est imaginatif, c'est d'une inventivité folle. Et en plus de ça, on suit les personnages qui sont très attachants, donc vraiment, c'est une réussite totale à ce niveau-là. Et donc ça va rester dans ma bibliothèque parce que je pense qu'il fallait un peu digérer, fallait que je digère l'œuvre parce que mine de rien, c'est assez dense finalement. Mais je crois que je me le suis dévoré en une soirée parce qu'en fait, une fois qu'on est lancé, on n'arrive pas à arrêter. Et vraiment, c'est juste génial. Et là encore, je pense que ça sera directement dans mon top de cette année 2024. Sans compter qu'en plus de ça, encore une fois, coucou Panini, Urban a fait un super taf au niveau de la qualité de l'ouvrage. C'est vraiment là ce qu'ils font là, avec l'indé, en ayant fait des ouvrages un peu plus grands, moins uniformes, c'est vraiment un chouette choix éditorial d'Urban Comics. Donc vraiment, c'est une réussite de A à Z. Ah bah, très bien. Je suis Impeccable. content. Ouais, non, c'est vraiment excellent. Alors en termes de dessin, c'est proche du franco-belge un peu, hein, quand même. Ouais, complètement. Pour ceux qui votent. Complètement. Voilà, faut pas être hermétique, on va C'est dire, très à ce type franco-belge. de dessin. Mais Mais pas dérangeant. c'est. Non, non, bah pas du tout. Puis c'est vraiment, ouais, c'est sublime. Moi, si vous êtes intéressé pour prolonger, j'avais interviewé l'artiste sur le Ouais. site, donc et il avait vraiment été sympa et bien répondu aux questions. Et notamment, il prévoit de poursuivre avec d'autres histoires dans ce même univers. Ah, Donc c'est ça cool. c'est cool. Alors pas pour tout de suite, hein, évidemment. Mais non, c'est vraiment. Alors effectivement, c'est dense. Des fois un petit peu nébuleux. Là, on se Ouais, dit, est-ce complètement. que j'ai bien compris? On revient, etc. Mais puis c'est tellement beau de toute façon qu'on aura envie de le relire 2, 3, 4, 5 fois. C'est ça. Donc franchement, non, c'est belle découverte, belle édition, effectivement, comme tu le dis. Et ouais, sans doute, effectivement, dans un top 5, un top 10 de l'année, Ouais, complètement. sans discussion possible. Donc, ouais, franchement, n'hésitez pas si vous le trouvez, soit d'occasion si vous voulez pas l'acheter neuf, soit tout Mais c'est pas neuf. très cher, Mais hein, neuf. non, je Franchement, crois pour que le c'est pas prix, excessif. c'est 20 Mais euros, je crois, 20, 21. Et franchement, pour le prix, là, pour le coup, on critiquait les prix, mais oui, là, pour le voilà. prix, sincèrement, 21 euros, c'est du rapport qualité-prix, Ouais, toute logique et normale, quoi. 21 balles, ouais. C'est le prix. Non, non, puis franchement, ouais, il y a une interview de l'artiste à la fin aussi, parce qu'il dialogue avec François Schuiten, qui est le créateur des Cités Obscures. Alors moi, je connaissais de nom, mais j'avais jamais été voir, et depuis, j'ai acheté les 2 premières intégrales de la série. C'est un peu dans le même esprit, et c'est assez excellent. Si tu veux te plonger là-dedans, Clément, tu peux y aller. Bah, C'est écoute. c'est vraiment très, très, très bien. Non, non, c'est vraiment ouais, un des coups de cœur VF de, de cette année. Eh bah, N'hésitez pas. parfait. Merci Clément de relancer la machine. Avec Ouais. grand plaisir. Je l'ai toujours pas pris, mais un jour, ça fait partie de ma liste. Petit message de cuisine interne. Je vous ai mis une petite note sur le conducteur que je vous laisse découvrir. Et Boris, on va enchaîner avec quoi? Eh ben, avec Scarlett, on revient dans l'Energon Universe. Tu as lu les Alors numéros oui, 1 et 2, et puis Clément enchaînera, lui, sur les ouais. Ouais. numéros 3, 4. Allez, on va faire vite. Donc Scarlett, c'est un des personnages de la série G.I. Joe, enfin de l'univers G.I. Joe.
qui est introduit ici dans une mini-série en 5 parties par Kelly Thompson et dessiné par Marco Ferreri et Lil Othridge. C'est un petit peu, ça m'a fait penser, moi qui ai lu le Black Widow de Kelly Thompson, ça m'a fait un peu penser à cet esprit, quoi. Cet esprit un peu espionnage, Ok. mêlé avec un peu là il y a un peu de ninja, ce genre de choses. Et ça fonctionne. Alors le Black Widow, j'avais pas été jusqu'au bout, mais le premier tome était vraiment très bien. Et là c'est pareil, ça se lit super bien. C'est vraiment voilà un récit à l'esprit espionnage, avec évidemment en arrière-fond le background de ce personnage de Scarlett qu'on va découvrir en lien avec un autre femme. Donc plutôt ouais, les 2 premiers franchement ça m'a bien accroché, comme a dit Clément tout à l'heure, comme Destro, ça sera sans doute pas pour qui ne lit pas forcément le reste de l'univers, c'est pas indispensable, c'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça, mais franchement ça se lit très bien. Et le dessinateur Marco Ferreri, c'est plutôt pas mal. Et des fois j'ai un peu tiqué sur certains visages, sur voilà, les expressions, mais globalement c'est une bonne mise en bouche. Plutôt bien accroché. Et l'ambiance me plaît bien. Ok. Après, je me suis arrêté au tome. Clément, du coup, Euh, sans trop spoiler sur la suite, numéro 3 et je vais 4, pas du coup. spoiler. Même avec Boris, c'est peut-être la mini-série auquel j'accroche le moins, parce que je la trouve finalement, c'est une série d'espionnage, hein, effectivement, ça fait le taf, mais je la trouve peut-être pour le coup très classique dans l'exécution. Mais ça fait le taf, c'est cool. Là, les numéros 3 et 4 annoncent encore mettre des liens supplémentaires avec le Energon Universe. C'est plaisant. Clairement, ça sera pas indispensable, et je dirais peut-être que si je devais choisir entre Destro et Scarlett, j'aurais tendance à choisir pour Destro. Mais maintenant, Ok. ça reste d'un très bon acabit. C'est pas un indispensable, mais voilà, ça fait le taf. J'aime beaucoup la narration de Kelly Thompson. Bon, les dessins, ça dépend des planches, mais c'est cool. Je regrette pas de lire ça. C'est toujours pareil, cet aspect d'univers qui se complète. Ça fait le taf, quoi. C'est clairement pas, c'est pas exceptionnel, loin de là, mais c'est cool. Bon, bah ça fera un petit album en one shot, du coup, en VF, puisque, comme Sylvain dans le chat, j'attends aussi la VF pour ça. Ça viendra compléter, et puis on verra bien, quoi. On verra bien. C'est bien de pas partir sur des ongoing, sur ce genre de truc. Ouais, complètement. Ah oui, Clairement, non, ça aurait été mauvais. Savoir que c'est une mini-série, en fait, ça te fait apprécier le truc. Je pense que 5 numéros, c'est parfait. Euh, Ouais. Ça permet d'introduire des personnages qui sont sans doute importants par la suite c'est dans ça. la franchise, et du coup de voilà, Mais faire c'est ça. un Mais petit d'où one shot l'aspect sur eux. construction, et ça se voit que c'est fait pour. C'est fait pour, donc Ok, c'est cool. bon. Je crois que le suivant c'est Boris, et qui va ouais, commencer sur Public Domain ça va être numéro rapide. 6. Le truc pas inespéré ni inattendu, mais on ne Bah, il avait l'attendait dit pas qu'il reviendrait. forcément. Oui, mais bon, tu sais combien disent qu'ils reviendront, et puis ils ne reviennent jamais. Et ben Oui, lui il est oui. revenu. Ouais, ouais. Donc Public Domain, qu'on avait beaucoup aimé dans Ah ouais. son premier arc, revient pour, c'est la suite directe, Oui. puisque ayant récupéré les droits, donc c'est Chip, hein, récupérer les droits de son personnage, le patriarche, aidé de ses 2 fils et de son assistante, je ne sais plus ce qu'elle était exactement au départ, vont se lancer dans la création du nouveau comic, quoi, de la nouvelle série. Et écoute, je suis bien rentré dedans. Moi, on retombe tout de suite dans l'esprit des personnages. C'est vraiment sympa. C'est à la fois ironique, de l'humour. Ça parle de la création de comics. Et puis les personnages sont bien écrits. Voilà. Il y a quand même quelques belles séquences un peu rigolotes avec les anciens créateurs qui se tirent dans les pattes et qui cherchent chacun à redevenir retrouver leur gloire passée, on va dire. Ouais. Et non, vraiment, pour le premier épisode, plutôt très bon, qui m'a bien accroché. Puis, c'est Chips Darsky au dessin, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc ça a bien fonctionné sur moi. Franchement, ce premier épisode, très bien. Impeccable. J'ai reçu le 7, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc, je me Ouais, contenterai j'ai pas de reçu encore le 7, mais ça. pareil, le 6, j'ai adoré. Et puis vraiment, c'est agréable de. Voilà, il y a eu un hiatus d'1 an et demi, 2 ans, ou je sais plus, enfin longtemps en tout cas, et Mm.
C'est comme si on n'avait jamais arrêté la série, parce que tout de suite on est dedans. Moi, j'ai à aucun moment eu besoin de me remémorer, de me replonger dans un truc des épisodes précédents, parce que tout est limpide. Oui, bah, oui, oui. C'est clair et net, les personnages, voilà, on a juste à reprendre les personnages, puis après, voilà, il Ouais. reprend pas forcément, il y avait pas de choses, extrêmement compliquées ou de choses, dont il fallait se souvenir de la première partie, donc non, non, très bien. Et il me tarde Effectivement. de briser le 4e mur et de découvrir The Domain, du coup, le numéro Bah, 1 arrive aussi. ouais. Moi, je l'avais préco, je l'ai annulé parce que j'en ai pas entendu que du bon D'accord. et puis je me suis dit: «Ça sortira peut-être en VF en parallèle, je verrai si je le prendrai à ce moment-là». Une fois que ce sera fini, je verrai les chroniques que j'entendrai et puis on verra. Parce que ça En avait fait, j'en pas avais pas l'air lu que du top. bon non plus, mais je me dis que Zdarsky est suffisamment cinglé pour jouer à mort le côté méta. Comme le domain Ouais. va intercaler avec la sortie de public domain, est-ce qu'en fait c'est pas volontaire que le truc soit pas terrible parce que bah, l'auteur il a un peu vieilli et c'est pas terrible ce qu'il Ah, c'est écrit possible. Ouais, et que du ouais, coup au après fur et à En c'est mesure des vrai, épisodes on va voir le tir se corriger et les adaptations en éditoriales parce qu'il va y vrai, avoir la pression un petit peu des autres. Voilà, je me dis Zdarsky est volontaire est suffisamment cinglé pour se et en sabrer vrai, sur un c'est numéro fort 0 possible. parce que l'auteur, bah, il est un peu Ouais. rouillé, quoi. Et voilà, je sais pas En jusqu'où il est prêt vrai, à aller, mais c'est possible. sincèrement, ça serait pas déconnant, hein, comme concept, hein. Donc à suivre, à suivre. Ouais. ouais, Allez Clément, c'est à toi pas d'enchaîner du tout. avec... Pas Non, du c'est à tout. Boris. C'est à C'est à moi si tu Boris, veux. On évite de The me couper la Deviant. parole. Alors c'est la couverture du Ça va numéro être 6, mais rapide. en fait c'est le numéro 5. Bah oui, parce que je me suis gouré. Bah, comme j'ai La du vieille. retard partout, je sais plus. Donc c'est le numéro 5, c'est The Deviant, c'est Tynion 4 et Joshua Hickson. C'est tout oui, ça s'appelle comme ça, oui. Oui, Joshua Ouais. Hickson. Bah, c'est toujours très bien cette série. Alors ça prend son temps quand même, il faut être honnête. Notamment cet épisode où on plonge dans le passé du personnage, principal qu'on voit depuis le début et on va comprendre, certaines choses, par rapport à son état d'esprit actuel et ce qu'il vit et ce qu'il cherche à faire. Donc c'est plutôt bien écrit, c'est encore et toujours, très angoissant, flippant, c'est bien mis en scène par Joshua Hickson. Maintenant, c'est un épisode qui se lit extrêmement vite. Il y a quasiment Ah oui. pas ou peu de dialogue. Enfin, s'il y en a, mais ça se lit vraiment très très vite, hein. J'ai dû le lire en 4 minutes ou 5 minutes, même pas. Donc dans l'ensemble de la maxi-série, enfin maxi-mini, puisque ce sera en 9, je crois, Ouais. euh, ça trouve sa place, mais à lire en single, c'est un peu rapide quand même. Bon, maintenant, il écrit pas. Voilà, on sait bien que tout le monde n'écrit pas pour tout le temps le single, mais ça Mhm. fonctionne bien. Et j'aime bien les Mais c'est dessins vrai que oui, toujours. la Donc, série dans son ensemble est assez rapide à lire. Ouais. oui, oui, bah oui. Donc j'ai reçu 6 et 7, mais évidemment, j'ai pas eu le temps de les lire. Mais sinon, le 5, voilà. Voilà mon avis sur Moi la série. je suis à jour sur la série, c'est dans celui-là où il y a un petit twist hein, sur la fin du 5. Euh, je sais pas trop ce que tu appelles un twist par Petite rapport à ça. révélation sur l'identité potentielle Il y a longtemps que je l'ai d'un lu en plus, tueur. hein. Non, c'est pas celui-là, je crois. Ah bon, Non, ok. j'ai pas Bah l'impression non, que ce soit celui-là. Je vais regarder. Non, bah non, je vais pas regarder les autres parce que je les ai pas bah non. lus. Je vais regarder. Bon bah C'est un peu tu con. verras, tu nous rediras plus Ouais, tard je si. vais. Cette fois, c'est à Clément. Ouais. Et c'est Absolute Power numéro 2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais être très bref. On continue sur la lancée du premier qui était déjà assez fou. Le numéro 2 continue dans cette lancée. Dan Mora, c'est parfait pour ce titre. On est sur un event. Ce que je disais en off, pour moi, c'est un event qui va et qui est déjà culte. Clairement, mais on le sait, hein, ça va avoir des répercussions sur le futur univers Absolute de DC, même s'il ne l'appelle pas comme ça, je crois. All in. Euh, ouais, All In, voilà, c'est excellent. Et ce que j'aime dire, je suis épaté de voir le niveau de FDP Uterie d'Amanda Waller, où vraiment, elle dépasse tout ce qu'on pouvait attendre d'elle. On savait déjà le niveau qu'elle pouvait avoir, mais alors là, on pouvait, enfin, je veux dire, et en plus de ça, le fond du propos, en fait, est assez intéressant, mine de rien. Et là, ce qu'elle arrive à faire, c'est dingue. Et d'ailleurs, la première page, je sais pas si Boris, si tu le lis, ou par Mathieu, tu le lis, mais
la première page de ce numéro 2 est ultra révélatrice et en fait pose le décor et en fait, alors on est sur un aspect assez blockbuster, mais on est en fait sur un aspect qui est très sombre pour l'univers pour les héros qu'on connaît de DC Comics et c'est vraiment, non, c'est excellent. Il me tarde vraiment de lire la suite et je suis vraiment curieux de voir, ce sur quoi ça va aboutir en termes d'exécution finale parce que là, on est vraiment sur du lourd. Alors je ne lis pas beaucoup de tie-in, je crois les seuls tie-in que je lis, ça doit être ceux de Superman, parce que je continue la série, que j'aime bien et bah, c'est pas indispensable, mais ça apporte des choses en plus et voilà, on a vraiment nos super-héros de DC qui sont vraiment malmenés et Mhm. c'est vraiment une très grande, c'est une réussite et c'est ce que je disais aussi en off, c'est que là, on constate que ce qui a été fait, mis en place alors, quand bien même on peut le décrier dans le run de Zdarsky, dans le run de Superman aussi, qui était très bon, et dans d'autres séries en lien aussi avec Amanda Waller, bah, on constate que ça a été pensé sur une temporalité relativement longue, que tout s'est mis en place et ben, c'est voilà, c'est quand on fait un event qui n'est pas du recyclage, coucou Marvel, et qu'on pense les choses en amont et qu'on met en place des éléments qui vont avoir une incidence sur un event majeur, bah, ça donne Absolute Power et c'est une vraie réussite. Au numéro 2, mais je pense que la suite, ira dans le même sens. Ouais, j'ai le numéro 3, j'ai eu le one-shot sur John, effectivement, ça continue. Après, voilà, il n'aura échappé à personne que Absolute Power porte voilà, le même intitulé que Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Ouais, Absolute Superman ouais. qui vont arriver par la suite. Bon, c'est clairement pas pour rien, surtout quand on voit la direction prise dans le 3 et ce qui pourrait arriver dans le 4, qui sera la conclusion. Bon, voilà. Mais voilà, je l'avais pas vu venir ça avant de percuter en disant la fin du 3. Je me dis, mais oui, d'accord. Donc non, c'est intéressant, c'est cool. D'ici redevient un peu sombre, ça fait plaisir. C'est ça. Boris, je crois que c'est à toi Et là, d'enchaîner. Et puis, je vais avoir un long je tunnel. crois bien que t'as un petit bloc là, t'as un mini tunnel Allez, qui fou. t'attend avec d'abord la créature du lagon noir. Ça va aller vite. J'en avais déjà parlé, je crois, du Ouais, 1. ouais, ouais. J'avais dit que c'était beauf, que j'allais voir la suite. Et puis, bah, la suite est beauf aussi. Donc c'est l'adaptation en comics du film qui est sorti dans les années 40. Mais ce qui me tentait bien, c'était quand même que c'était scénarisé par Dan Watters et Ram V, Bah ouais. 2 auteurs que j'aime bien. Et au final, alors je connais pas le film, hein, j'ai jamais vu le film, donc je sais pas si il reste fidèle et que ça les bride un peu, j'en sais rien. Enfin, c'est censé être un peu flippant quand même, c'est dans ce cadre-là. Et franchement, ça marche pas sur moi, quoi. Pas, je le lis comme ça, quoi, mais c'est fade, je trouve. Ça fait pas monter de tension. J'arrive pas à rentrer dans le trip et que ça me fasse un peu frissonner gentiment, on va dire. Je trouve que ça se. Alors, est-ce que ça vient des dessins de Matthew Roberts? Je sais pas. C'est peut-être pas les dessins idéaux pour cet esprit, pour cette voilà cette ambiance. Mais non, je trouve que c'est place. La créature arrive petit à petit, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas inquiet, on s'attache pas trop au personnage principal. C'est une jeune femme qui cherchait justement, qui est à la fois la créature et un serial killer. On ne sait pas trop si la créature existe, etc. Mais non, moi j'avoue, j'accroche pas trop. Alors, c'est en 5 que je vais aller jusqu'au bout, mais je pense que Avis Vinted, ça va être vite mis sur Vinted. Je suis pas. Ok. Non, je suis déçu globalement. C'est pas. Je verrai bien. Peut-être que la fin va remonter le truc, mais là, non, déçu par rapport à dans le même principe, c'était Dracula par Tanyan Ford et Martin Simmons. Voilà, c'était d'un autre niveau quand même. Bon. Ensuite, Alors, on va 8, passer ça No parce que c'était pour Crève, Rorschach. Et 8 8, No No Grave, Crève. numéro 2 et 3. Alors, moi, j'ai arrêté après le Et numéro 1, 4. mais. Et 4, oh là J'ai là. rajouté le 4. J'ai eu le temps de lire le 4 parce que c'est un numéro muet, donc ça se lit relativement vite, Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, disons-le. tu m'étonnes. Donc, si vous vous souvenez, on en avait parlé, j'avais fait même un article pour le premier numéro qui avait été un gros coup de cœur. Je suis assez fan hein, des artistes Jean-Lié Corona et Jean-François Beaulieu. Scouting Young était plutôt bon ces dernières fois sur
sur Twig notamment, c'était très bien. Et avant, c'était celui qu'on avait bien aimé. Alors, c'est The Me You Love in the Dark en Yes. VO, qui avait été très très bien, à part la fin qui était un peu décevante, un peu classique, on va dire. Et bah là, ces 3 numéros suivants, 2, 3, 4, ça confirme que c'est une bonne histoire. Ça se lit très bien, c'est agréable, mais c'est pas un coup de cœur. C'est un coup de cœur graphique, un peu comme tout à l'heure sur Power Fantasy. C'est-à-dire que là, graphiquement, c'est franchement superbe. Moi, j'adore vraiment ce. Gorna et Jean-François Beaulieu à la couleur. C'est sublime. On le voit d'ailleurs dans l'épisode mai, le 4, qui se lit là aussi très rapidement, il faut être honnête, hein. Donc on peut prendre le temps de dévorer les pages et de le relire une deuxième fois, une troisième fois, dire voilà des petits trucs qu'on n'aurait pas saisi la première fois. Mais graphiquement, c'est voilà, c'est jeu, moi j'aime beaucoup. Faut aimer ces personnages, ces expressions, ces têtes sont un peu anguleuses par moments, donc un peu particulier. Mais en termes de mise en scène, de décor, de couleurs, tout ça, c'est assez sublime. Alors en fait, on le voit, les titres des chapitres, c'est les étapes du deuil. Donc il reste un épisode. On va voir comment ça se conclut. J'imagine qu'après, c'est un peu le chemin tout tracé, vu où sont sorties les précédentes œuvres des mêmes artistes. Ce sera sans doute une très bonne lecture. Peut-être pas un coup de cœur parce que voilà, le scénario ne décolle pas complètement, mais ça se suit très agréablement. Donc bonne lecture et surtout un régal pour les yeux. Et enfin, Et dans mon Boy tunnel, Wonder, où tu as rattrapé les est-il? 3 premiers. J'ai rattrapé, oui, parce que je sais plus si j'en avais parlé. J'avais lu le 1, mais la dernière fois, je crois. Là, j'ai Ouais. continué. Alors, j'en suis au 3, effectivement. Bah, c'est toujours très bon, hein. C'est notre ami Juniba qui continue d'explorer les différents Robin, pardon. Mhm. C'était Damian au départ, et puis ensuite. Alors là, c'est pareil, la construction est toujours la même. Une Mm. petite page introductive d'un otage et son ravisseur qui se lance dans la narration d'une histoire. Et à chaque fois, c'est un épisode différent qui s'intéresse soit sous un angle différent, soit un personnage différent. Et bah, c'est toujours, non, c'est toujours excellent. Franchement, j'accroche bien. C'est vraiment sympa à lire avec tout ce que maîtrise bien Juniba de mon point de vue. C'est-à-dire à la fois de l'action, un côté très fun et aussi par moments la petite émotion qui arrive au coin d'une image, d'une planche. Il arrive vraiment bien à maîtriser voilà, cette mise en scène qui cueille le lecteur à un moment donné. Donc toujours agréable. Je pense qu'il faudra que je la relise une fois que ce sera fini les 5 pour essayer de voir un petit peu l'ensemble, voir les liens, etc. Parce que en plus, comme je les ai lus de façon espacée, des fois je me souviens plus ce qui s'est passé, etc. dans la précédente. Mais ça dresse un beau panorama quand même des Robins et de leur relation avec Bruce Wayne, ce genre de choses. Et puis au niveau dessin, il est toujours top, notre ami Pat. Donc non, non, là aussi très bonne lecture. Je verrai à la fin, au bout, je dirai voir si ça atteint le coup de cœur ou pas, si ça se contentera d'être une très bonne lecture. Peut-être au moment de la sortie VF, puisque bah, je n'ose pas imaginer que ça n'arrivera pas en VF. Donc voilà, je me suis arrêté au 3, contrairement à Clément, qui a lu le 4. Ouais. Ouais, Prochainement. c'est beau cette transition. Même avec Boris, hein. C'est excellent. Les personnages sont intéressants. Alors, c'est pareil, j'ai un peu de laps de temps entre la lecture de deux numéros, donc je me souviens plus forcément de ce qu'il fait. Mais je me souviens, c'est vraiment, tu sens la lettre d'amour pour ce personnage. Vraiment, la relation entre les personnages est excellent. Graphiquement, c'est juste génial. Et alors, le numéro 4, je l'ai trouvé graphiquement, j'ai trouvé que c'était une dinguerie en termes d'inventivité. Euh, pour le coup, j'ai trouvé que le numéro 4 était très dense, mais très intéressant. Donc voilà, on continue sur d'excellentes bases et c'est vraiment une excellente surprise. Et je suis très curieux de voir ce que va donner avec ce numéro 5. Donc, c'est vraiment génial.
Eh ben parfait. Nous en arrivons donc à la fin de ce programme. Euh, Rapidement, sans revenir dessus et sans redonner forcément notre avis, mais parmi ces lectures de ce mois-ci, quel serait votre coup de cœur? Bah, moi, c'est Oh. The Nice House. Ouais, Ouais, bah pareil. Nice House by the Sea, ouais. Je crois que c'est Ouais, celui qui pareil. est plus. S'il faut en choisir qu'un, ok. c'est celui-là. Bah moi, c'était mon coup de cœur du mois dernier, donc je peux que le confirmer, hein, mais comme je l'ai pas lu ce mois-ci, parmi les 3 titres que j'ai chroniqués, Moonman, Flash Gordon et Displaced, bah écoutez, peut-être Displaced. Mais Sinon, parmi sans grande certitude. les lectures de Clément, moi, c'est Horizon Oblique. Mais Évidemment. sinon, Étonnant. voilà. Ok, Voilà. eh bien écoutez, nous sommes arrivés au terme du programme de ce 389e, 339e, j'avance, je saute des mois là, Ouais, c'est 339e beau, ça. épisode, premier épisode de la saison 12. On se retrouve bah, fin septembre, début octobre au plus tard pour une prochaine salve, ce sera peut-être plus tôt, on verra, mais en tout cas surveillez les annonces, puisqu'on aura encore sans doute pas mal de choses à se dire dans les semaines à venir. Merci messieurs, bonne fin de journée à vous, Merci. bonne fin de journée à ceux qui s'étaient levés ce matin pour nous suivre en live, et puis bonne lecture à tous et à très vite. Salut. Salut. Salut.